Je crois que je n'ai pas été assez vivant là. Je n'ai pas souligné assez le plaisir. J'étais trop rhétorique dans l'ouverture, là, le projet qui arrive, les miracles, quoi. Peut-être j'essaierai de resynthétiser ça en 2 secondes. Alors je vais passer pour un illuminé, mais bon, c'est pas grave. Si ça peut susciter des vocations. Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me dit que... Je sais que les fondeurs de Briques et la Dernière Goutte, ils étaient abonnés à la revue au Nouvel Attila. Et tout cita là, très foncièrement, ils m'ont dit si on t'avait pas... Quand on t'a vu, quand on t'a connu, on s'est dit mais ça a l'air tellement simple de faire un livre. Alors ça, quel compliment. C'est génial. Donc là, on s'est dit que d'un autre côté, un peu, où on veut rien, on ne suit aucune règle et aucune mode, finalement, c'est là qu'on suscite le plus d'envie et de vocation. Les bons copains me disent que le Velvet Underground n'a jamais eu plus de 500 auditeurs, fans, mais ces 500 fans ont tous créé un groupe de rock. Et ils m'ont dit, t'as revu, c'est la même chose. T'avais 400 abonnés, mais ces 400 abonnés vont créer un jour leur maison d'édition. On retrouve du plaisir, du plaisir et de folie. Folie dans le sens à arrêter de se focaliser sur des normes, sur des habitudes acquises. Je pense que notre marque de fabrique, c'est de ne pas avoir fait d'école et de ne pas avoir des règles, des ratios de femmes, des ratios de prix de revient trop fixes, et de pouvoir tout tenter en fait parce que tous les jours on apprend quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on fait des grandes choses, c'est sans s'en douter, c'est vraiment sans s'en douter. En suivant le fil de ses envies, la logique d'un texte, le dialogue avec un auteur. Mais je n'ai pas trop envie de disséquer le Nouvel Attila en chiffres, non, mais si j'ai la parole facile, mais disséquer le Nouvel Attila en personne, parce que, comme j'ai pu le laisser entendre, mais pas assez, chaque livre est une aventure humaine et plurielle. Si j'ai choisi de faire des livres illustrés, la plupart, quasiment tous mes romans étrangers sont illustrés sur la couverture et à l'intérieur. Si j'ai choisi de commencer mon parcours d'éditeur par des traductions et de confier chaque livre à un graphiste différent pour recréer un univers lié à l'auteur, je pense que plus ou moins consciemment, c'était pour créer des aventures humaines et pour pouvoir échanger des visions du texte sur chaque texte. C'est-à-dire que je ne conçois pas ce métier, je ne conçois plus ce métier. Évidemment, quand j'ai commencé à avoir des rêves d'éditeur, c'était tout seul dans mes bibliothèques, enfermé entre mes bibliothèques, en débusquant les livres du prix Nocturne. Mais déjà, il y avait ce plaisir de la transmission, c'est-à-dire d'aller arracher ou chatouiller les libraires pour avoir leur conseil de réédition, leur conseil de lecture, ou pour avoir le plaisir d'échanger avec un ami viticulteur du Lot, des souvenirs de lecture sur un roman de Flammarion de 1980 ou un roman Plomb des années 30. Et donc il y a ce plaisir de l'alchimie un peu magique, de deux souvenirs de lecture, deux émotions de lecture qui se rencontrent et qui vont pouvoir produire quelque chose de détonnant pour convertir d'autres lecteurs. Il y a une image toute bête, c'est la manière, quand on scanne un livre, souvent on est obligé d'arracher la reliure, de le vautrer sur son scanner, donc on tue un livre, mais après il va être reproduit à 1500 ou 3000 exemplaires, dans une maquette 10 fois plus belle. C'est ce qui s'est passé avec le Pardon insolite de Jean-Paul Kléber, où on a massacré l'édition du meilleur livre, pour la bonne cause. Et du coup, c'est vrai qu'à la maison d'édition elle a toujours été vraiment un carrefour, voire un caravansérail, quand je pense à nos lecteurs en langue étrangère, où il y a toujours du monde qui pullule. Moi, j'ai besoin, pour maintenir intacte mon énergie, mon envie de faire des livres et mon envie d'aller les défendre dans des lancements inconsidérés, dans des lieux perdus, j'ai besoin à chaque fois de reconstituer un espèce de brainstorming et d'équipes dédiées à la défense des livres, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des idées, c'est comme ça qu'on va trouver des arguments, sans y penser au détour d'un café, d'une balade, d'une confession, d'une crise de déprime. En gros, il y a les moments de coup de blues, les moments de coup de bambou, et entre ces deux moments peut arriver la petite touche qui va faire exploser un bouquin. Et donc dans l'équipe, il y a l'équipe dans sa forme actuelle, il y a deux mi-temps, Elsa Pierrot et Clara Donati. Elsa qui a été vraiment une des pionnières, puisqu'elle est arrivée en tant qu'apprentie à la maison d'édition à l'été 2010, au bout d'un an d'Attila SARL, et qu'elle a commencé par une note de lecture. Elle était en gros, comme faux test de recrutement, je lui ai envoyé un texte espagnol de José Antonio Labordeta, en lui demandant si c'était publiable ou pas. Et elle m'a dit c'est plein de sens, c'est plein de goût, mais pour moi c'est complètement atinesque.
Clara Donati, elle est arrivée au début de l'année pour monter un service des manuscrits. Elle avait été formée aux éditions POL et Verticales, excusez du peu, après un passage au service de presse de Gallimard. Et donc là, elle est à mi-temps depuis début octobre. Donc finalement, ces 3 personnes qui sont donc les permanents du bureau se partagent les tâches les plus chiantes et les plus passionnantes. Et puis autour, on a Laurent qui s'occupe de l'événementiel, on a Théophile qui a une collection américaine, la bibliothèque du Sasquatch, qui est l'euro-traducteur de Comment élever votre Volkswagen, et bientôt de Craig Levenger. On a Cyril qui travaille sur les projets graphiques et de livres illustrés. On a Mathieu qui m'aide considérablement pour la comptabilité et les dossiers de subvention. Là, c'est le moment creux où on oublie traditionnellement la moitié des personnes et on demande à censurer la vidéo dans les plus brefs délais. Là, voilà, on a aussi une fabuleuse équipe de lecteurs qui, pour moi, est très importante. Je la cite dans tous mes catalogues. Lecteurs en langue étrangère, parce que malgré ma connaissance très scolaire de l'anglais et de l'allemand et ma connaissance très vivace mais très récente du castillan, je ne peux pas envisager de travailler sur des livres étrangers si je n'ai pas 1, 2, 3 dialogues avec des lecteurs. Et alors là, il n'y a pas de limite, je cherche, je me ronge et je me lave parce que je suis en manque de lecteurs slovaques, ou de lecteurs norvégiens, ou de lecteurs tchèques. Donc ceci a aussi valeur d'annonce. Voilà. Et je rajoute une spéciale dédicace à Hélène Maurice, qui est à la fois lectrice de français, lectrice d'étrangers, logisticienne et traiteur pour nos soirées à la Maison de la Poésie.